Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision de génie mécanique. J'ai choisi pour vous un sujet intitulé « Système de production de films en plastique » d'après BAC 98 sessions de contrôle. C'est pratiquement le même sujet avec quelques modifications sur le dessin d'ensemble et sur les questions. Je vous présente le système. Le système est une chaîne de production de bobines de films en matière plastique biodégradable. Ces bobines sont rangées sur des palettes pour être exploitées après. Donc, on voit le système maintenant de production. Après, il y a une mise en place sur des palettes. On appelle ça palettisation. Notre zone d'étude. Notre zone d'étude, donc, pour prendre une bobine du basculeur, le chariot est muni d'un mandrin animé d'un mouvement de translation verticale par un système pignon-chaîne et un moteur réducteur M2. Donc, notre zone d'étude, il y a le moteur réducteur qui va entraîner un pignon 4. Le pignon 4 va entraîner une chaîne. La chaîne va entraîner un axe porte-mandrin pour prendre les bobines. Donc, c'est notre zone d'étude. Sur ce dessin, on voit la chaîne qui est liée à l'axe porte-mandrin. Et en bas, le mandrin autoserrant qui va prendre les bobines. Donc, sur le dessin d'ensemble, on peut distinguer le pignon 4 qui va entraîner la chaîne. Sur ce dessin, j'ai coloré les éléments de transmission. Donc, à partir du moteur, le moteur M2 est accouplé au réducteur composé des engrenages 32, 15, c'est l'étage. Puis, il y a étage comportant le pignon 12 avec la roue 36. Tout ça, c'est pour entraîner l'arbre 36 qui va lui-même entraîner le pignon 4 à travers un limiteur de couple. Vous avez ensuite la nomenclature et on va passer maintenant à la première question, l'analyse fonctionnelle. La première question, c'est transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est une question très connue. Donc la réponse, c'est le moteur M2. La deuxième question, transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 27 à l'arbre 32. Donc on doit consulter le dessin d'ensemble. Donc, de l'arbre 27 à l'arbre 32, ici, on constate qu'il y a un accouplement constitué par les pièces 23, 24, 25, 28 et 29. La fonction Ft3, transmettre le mouvement de rotation et réduire la vitesse de l'arbre 32 à l'arbre 12. On doit consulter le dessin de l'arbre 32 à l'arbre 12. On a un engrenage extérieur comportant les pignons, le pignon 32 et la roue 15. La fonction maintenant Ft4. On nous demande de déterminer ou d'écrire la fonction de l'engrenage intérieur 12-36. L'engrenage intérieur 12-36. Donc, on va prendre la même phrase que précédemment, transmettre le mouvement et réduire la vitesse, mais maintenant, de l'arbre 12 à l'arbre 6. Et puis, on nous demande la fonction du limiteur de couple qui entraîne le pignon 4 à partir de l'arbre 6. Donc, ce limiteur de couple, sa fonction est de transmettre et limiter le couple
entre l'arbre 6 et le pignon 4. Enfin, FT6, on nous demande de trouver le processeur pour transformer le mouvement de rotation du pignon 4 en translation de l'axe porte-mandrin. On a vu tout à l'heure, il y a un système de transformation pignon 4 et la chaîne. Maintenant, on nous demande de compléter le schéma cinématique. Le schéma cinématique, je vais commencer par la liaison de 32 avec le bâti. 32 avec le bâti, c'est une liaison pivot réalisée par les roulements 21. Donc, je dessine la liaison pivot. Ensuite, la liaison entre 15 et 12. 15 et 12, c'est une liaison encastrement réalisée par une clavette et un écrou. Donc, c'est une liaison encastrement. Je dessine. Après, on nous demande de mettre la liaison entre l'arbre 12 et le bâti. L'arbre 12 et le bâti, c'est une liaison pivot réalisée par le roulement 13. Et en fin de compte, on nous demande de mettre la liaison de l'arbre 6 avec le bâti. L'arbre 6 avec le bâti, c'est une liaison aussi pivot, réalisée par les roulements 37 et 40. Le schéma est complété. On nous demande après, en se référant au dessin d'ensemble du dossier technique, l'accouplement 23, 24, 25, 28 et 29 est-il rigide ou élastique et de justifier. Sur le dessin d'ensemble, on voit bien que l'accouplement comporte une pièce en caoutchouc déformable, donc c'est un accouplement élastique et pour la justification, on va dire que cet accouplement comporte une gaine en caoutchouc 23. La question suivante, c'est l'étude du limiteur de couple. On nous demande au cours de fonctionnement, que se passe-t-il si la chaîne se trouve accidentellement bloquée? Pour l'arbre 6, on nous donne deux possibilités d'écrire, s'arrête ou en mouvement. Donc, si la chaîne et le pignon 4 s'arrêtent, l'arbre 6, vu qu'il y a un limiteur de couple, va continuer à tourner donc en mouvement. Pendant le blocage, le pignon 4 s'arrête ou en mouvement. Bien sûr, si la chaîne est bloquée, le pignon 4 aussi est bloqué, donc s'arrête. La question de 2 est de déterminer sur quelle pièce doit agir l'utilisateur pour varier le couple à transmettre par le pignon 4. On doit agir sur l'écrou 45 et l'écrou 45 va faire varier l'effort presseur créé par les rondelles Belleville 44. Si on serre, l'effort presseur va augmenter et si on desserre l'écrou 45, on diminue la force pressante, d'où on diminue le couple limite à transmettre. Dans la partie d'études cinématiques, on nous donne le cahier de charge impose une vitesse de translation maximale de l'axe porte-mandrin. Il faut donc aller à la figure 4 du dossier technique. La vitesse de translation est de 0,7 mètres par seconde. L'étude suivante consiste à vérifier cette condition. On nous donne la vitesse de rotation du moteur, on nous donne Z15 égale 40 dents, Z32 20 dents et leur module. Aussi le rapport de transmission R12-36 égale 1 quart et leur module. La première question dans l'étude cinématique est de calculer le nombre de dents Z12 et Z36. Donc, si on consulte le dessin, faites attention
faites attention, on constate que l'anthrax entre 12 et 36, entre le pignon 12 et 36, est égal à l'anthrax entre le pignon 32 et 15. Même anthrax. Pourquoi le même anthrax? Parce que les deux bouts d'arbres, 6 et 32, sont centrés. Il y a un genre de centrage, regardez bien. Ça nous permet de conclure qu'on a le même anthrax. Et donc, puisque les anthrax sont égaux, je peux écrire que A 12,36 égale A 15,32. Or, je peux connaître les données à partir des données, l'anthrax entre 15 et 32 qui est égal à Z15 plus Z32 sur 2 fois M. Donc, sinon, D15 plus D32 sur 2. Puisqu'on n'a pas les diamètres, on a le nombre de dents. Donc, M en facteur de Z15 plus Z32 sur 2. D'après les données, Z15 égale 40, Z32 égale à 20. Donc, je vais faire l'application numérique pour trouver que l'anthrax est égal à 60. Maintenant, je vais écrire les deux équations que je dispose pour l'engrenage 12,36 d'après les données. R12,36 est égal à 1 quart. C'est la première équation concernant l'engrenage intérieur 12,36. La deuxième équation, c'est l'équation de l'anthrax. Et faites attention, c'est un engrenage intérieur. Donc, A 12,36 est égal normalement D36 moins D12 sur 2. Je vais remplacer les diamètres par le nombre de dents en mettant M en facteur de Z36 moins Z12 sur 2 est égal à 60. Donc, comme ça, j'ai deux équations à deux inconnus. Les deux équations sont là et les deux inconnus sont Z12 et Z36. Regardez, je vais essayer de trouver une méthode plus rapide. Donc, à partir de la première équation, je peux écrire que Z36 est égal à 4Z12. Le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc, Z36 égale 4Z12. Je vais laisser cette équation à part. De la deuxième équation, je vais faire sortir le terme Z36 moins Z2. Donc, Z36 moins Z12, Z36 moins Z12, normalement est égal à 2 fois 60 divisé par M1236. Voilà. Je vais profiter pendant l'écriture de ce terme qui est entre parenthèses de remplacer Z36 par sa valeur trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire je vais écrire au lieu de Z36, je vais écrire 4Z12. Donc, j'aurai, là je vais écrire, donc, ce terme-là est égal à 2 fois 60 sur M. Or, Z12 moins Z12 est égal à 3Z12. Donc, 3Z12 est égal à 2 fois 60 sur M. D'où Z12 est égal, le terme trouvé tout à l'heure, divisé par 3. Donc, je peux tirer la valeur de Z12 qui est égale, après application numérique, 16 dents. Donc, j'écris le résultat Z12 égale 16 dents. Et pour trouver Z36, je vais me référer à la première équation, Z36 égale 4 fois Z12. Après application numérique, je trouve que Z36 égale 64 dents. J'ai fait tout le calcul avec, je pense, une facilité. Ça dépend donc de ce que vous pouvez faire pendant le calcul.
Si vous trouvez que cette méthode est plus rapide, vous pouvez l'essayer. La question, donc GZ12 et Z36, la question 3.2 est de calculer la vitesse de rotation du pignon connaissant la vitesse du moteur. Donc, on a 2 étages de réduction. N'oubliez pas, 2 étages de réduction. Donc, à partir du dessin d'ensemble, j'écris que le rapport global égale N sortie, qui est N du pignon 4, sur N entrée, N moteur. D'où N4 est égal rapport global fois Nm. Donc, pour écrire le rapport global, j'ai les 2 étages. Donc, 32, 15, ça correspond à cet étage. Ensuite, 12, 36, ça correspond à cet étage. Voilà. En consultant donc les données trouvées tout à l'heure, je peux faire l'application numérique et je trouve que N4 est égal à 90 tours par minute. La question 3.3. On donne le diamètre du pignon 4 égal 130 mm. Calculez la vitesse de translation de l'axe Porte-Mondrin. Je vais utiliser l'équation V est égal oméga 4 fois R4. Or, R4, je n'ai pas le rayon, mais j'ai le diamètre quand même. J'ai le diamètre qui est égal à 130 mm. Et oméga égale 2 pi N4 sur 60. N4 a été trouvé dans la question précédente. Après application numérique, Vx égale 0,612 mètres par minute. Voilà. Mètres par minute, j'ai converti le diamètre de millimètres en mètres. D'accord? Donc, la question 3.4, est-ce que la condition donnée par le cahier de charge est respectée ou non justifiée? La vitesse de l'axe trouvée, c'est 0,612 et la vitesse maxi est 0,7. Donc, la condition de cahier de charge est bien respectée car la vitesse de l'axe est inférieure à la vitesse maxi limitée par le cahier de charge. Alors, la question de résistance de mécanique. On se propose dans cette étude de vérifier la résistance de l'arbre 6 à la flexion plane simple. On va assimiler cet arbre à une poutre cylindrique pleine de diamètre D modélisée par la figure ci-dessous. Donc, vous avez le modèle de l'arbre 6. Donc, on remarque qu'il y a une charge répartie dans la zone AB, une force ponctuelle en C, que je vais appeler C, vecteur, une force en D vers le bas et une force en E vers le haut. On nous donne aussi le sens de rotation. Là, on nous donne aussi la charge répartie entre A et B, petit q égale 30 newtons par mètre. RE, la limite élastique de l'arbre, égale 160 newtons par millimètre carré. Le coefficient de sécurité est égal 2, S égale 2. Donc, on va traiter, on nous demande donc de tracer le diagramme des moments fléchissants le long de la zone AB et de la zone BC. Je vais commencer par tracer donc le diagramme fléchissant, des moments fléchissants tout au long de la zone AB pour X variant entre 0 et 60. Donc, on a traité auparavant cette question. Donc, je vais choisir une section entre A et B. Je vais cacher tout ce qui est à droite de la section. Et je vais choisir donc la longueur A jusqu'à la section de coupe, le centre de gravité de la section choisie, la longueur X. Je remarque que, puisqu'on a une charge répartie, la charge sur le petit tronçon AG est égale la charge répartie fois X, la charge répartie fois X, Q fois X, et cette charge est appliquée au centre de gravité du tronçon coupé, c'est-à-dire pas le tronçon entier. Juste A à B, sa charge est appliquée au milieu
plutôt AG, au milieu de AG. Donc, x sur 2 de part et d'autre. Je vais écrire maintenant l'équation des moments fléchissants. Donc, force fois distance. Je n'ai qu'une seule force, Q fois X, et la distance, c'est X sur 2. Tout ça avec le signe moins. Donc, moins, donc je dois mettre au début pour tous mes calculs de T et de MF, avec un moment positif de Q fois la distance X sur 2. Donc, le tout nous donne moins Q fois X sur 2, c'est moins Q fois X au carré sur 2. C'est une équation de second degré. Donc, un moment de flexion égale moins 15 X au carré, c'est l'équation d'une parabole. Je dois chercher maintenant X pour X égale à 0, moment de flexion égale à 0. Donc, au départ, je vais partir du point 0, 0. Donc, la courbe ou le diagramme des moments fléchissants va partir du point 0, 0. Et pour X égale 60, moment de flexion est égal moins 54 Nm. Je vais chercher s'il y a une tangente horizontale. Donc, pour cela, je vais dériver la fonction du moment de flexion moins 15x au carré. Sa dérivée est moins 30x. Et la dérivée s'annule pour le point x égale à 0. Donc, au point 0, 0, puisque moment de flexion de 0 égale à 0, au point 0, 0, j'ai une tangente horizontale. Je trace ma tangente horizontale et puis je trace ma parabole. Donc, pour la zone AB, c'est fait. Je vais passer maintenant à la zone BC pour x compris entre 60 et 85. Et maintenant, je vais choisir une section entre B et C. Donc, la longueur, c'est-à-dire, si vous voulez, la longueur de A à la section que j'ai choisie est égale x. Je vais cacher tout ce qui est à droite, je vais garder la partie gauche. Et comme d'habitude, moment de flexion est égal moins somme des forces des moments à gauche de la section de centre G. Combien j'ai de forces? J'ai qu'une seule force. Mais attention, cette force maintenant est, si vous voulez, la charge équivalente. C'est le poids de toute la zone AB. C'est la charge équivalente. Pourquoi? Parce que X va varier entre B et C. X ne va pas varier entre A et B, donc je n'ai pas un problème de variation de X dans A, B. Je prends toute la charge. Donc, cette charge est égale à Q fois 60, 60Q. Donc, j'écris l'équation. J'ai cette force Q fois 60 avec le moins, comme d'habitude. Q fois 60 et Q fois 60 représentent la force. Maintenant, pour la distance, à quoi égale la distance entre le point d'application de la force Q fois X, 60 fois Q? Il vaut mieux que je trace ça. Alors, la distance que je dois chercher, c'est cette distance. Donc, tout ça, ça représente la force. Et ça représente la distance. Donc, je dois faire la force fois distance avec un sens positif. La force est égale à Q fois X. Donc, ça, c'est la force. Et la distance, à quoi est égale la distance? La distance est égale à X moins 30. Je vais donc calculer, après avoir développé l'équation des moments fléchissants, calculer le moment de flexion pour x égale à 0, donc moins 54, et c'est normal puisque l'équation des moments est continue. Et le moment de flexion pour x égale 85, c'est moins 99. Donc, je n'ai pas de tangente, c'est une équation d'une droite. Donc, on nous demande de déduire moment de flexion maxi. Moment de flexion maxi, c'est à ce point-là, en module, est égal à 99 Nm.
mètres. Ensuite, on nous demande de calculer le diamètre des mini de l'arbre de sortie 6 pour qu'il résiste en toute sécurité. Condition de résistance pour la flexion est égale sigma maxi inférieur ou égal à RPE ou inférieur ou égal à sigma P. Donc, sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur le module de flexion qui est égal à IGZ sur Y maxi doit être inférieur ou égal à RPE et RPE est égal à RE sur S. Donc, je vais écrire le module de flexion pour un arbre plat est égal pi d au cube sur 32. 32 sera écrit en haut. Je tire le diamètre d au cube, puis d au cube doit être supérieur ou égal, donc d mini égale d au cube mini égale, et si vous voulez, d mini est égal aux racines cubiques de moment de flexion fois 32 fois S sur pi fois RE. Après application numérique, et n'oubliez pas que le couple est en newton-mètre, donc je dois le convertir en newton-millimètre. Je trouve que d mini égale 23,27 mm. Donc, mesurer sur le dessin d'ensemble le diamètre de l'arbre 6 dans la zone la plus chargée et en tenant compte donc de l'échelle. Attention. Et vérifier sa résistance. L'échelle du dessin est 4/5. La zone la plus chargée sur l'arbre 6, normalement, alors, ce diamètre ou ce diamètre et ce diamètre est égal, mesuré, est égal 20. 20 mesuré. Mais attention, si on veut être plus rigoureux, ce n'est pas la zone la plus chargée. Si on veut être plus rigoureux, on a un diamètre inférieur à 20 mesuré. C'est le diamètre intérieur de la gorge. D'accord? Mais bon, je vais considérer que la zone la plus chargée se trouve avec un diamètre 20. Donc, le D6 mesuré est égal à 20 mm. En tenant compte de l'échelle, je dois multiplier par l'inverse. Si j'ai 1/2, on multiplie par 2 sur 1. Si j'ai 4/5 pour trouver la cote réelle, je dois multiplier par 5 et diviser par 4. Donc, je trouve que D6 réel est égal à 25 mm. Donc, l'arbre de sortie résiste parce que D6 est inférieur à... parce que D6, 25 mm, est supérieur à D mini. Donc, ça peut résister en toute sécurité. La question suivante est c'est la cotation fonctionnelle. Justifier l'existence de la condition A mini entre la roue 15 et le bâti 19. A mini, à quoi ça va servir? Quelle est la fonction de ce jeu? Alors, la réponse, c'est éviter le contact entre une pièce tournante et une pièce fixe. Donc, la roue tournante, c'est 15 et le support fixe, c'est 19. J'ai oublié de vous dire, je vous rappelle sinon, que vous avez toujours le lien pour télécharger ce sujet. Donc, utilisez un lecteur QR code et vous aurez le sujet en PDF. Je poursuis. Tracer la chaîne de cote minimale relative à la condition A mini. Donc, je vais partir de la roue 15. La roue 15 est en contact avec le roulement. Là, il y a un cas particulier. Donc, je vais tracer cette cote. Regardez, il y a un cas particulier. Donc, 15 est en contact avec le roulement. Le roulement est en contact avec le circlipse 14. D'accord? Donc, on se retrouve sur le même plan. Le même plan, je vais
donc essayez de vous montrer ça. Donc, 15 et le roulement 13. Ici, bon, ici j'ai un plan de contact 14, le circlips, avec toujours le roulement repère 13. Ce n'est pas clair 13, mais le plan de contact 13-15 est confondu avec 13-14. Donc, en fin de compte, le roulement ne va pas intervenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a servi à aligner le pignon 4 avec le circlips 14. Donc, on ne trouve pas le roulement 13. Alors, du pignon, plutôt du circlips 14, le circlips 14 est en contact avec, donc, regardez le plan de contact, le circlips est en contact avec 9 et 9 en contact avec les cales 48. Puis, les cales 48 sont en contact avec 19. Et puis, on arrive en fin de compte à la pièce 19 qui est la surface terminale et on ferme donc la chaîne. La dernière partie, c'est la recherche de solutions constructives et il s'agit ici d'un guidage par roulement type BC. Donc, roulement à une seule rangée à contact radial. La particularité de ce dessin, c'est qu'on a des roulements de diamètre différents. Donc, pour traiter ce sujet, il faut faire attention. Donc, on doit mettre 4 obstacles sur les bagues intérieures. Donc, je vais faire un écrou qui va serrer sur les bagues intérieures. Les bagues intérieures vont transmettre ce serrage à la bague intérieure du roulement 40 contre l'épaulement. Attention ici. Et il faut prévoir ici un jeu pour éviter la double portée. Le serrage de la bague intérieure de 36 est transmis à la bague entretoise et la bague entretoise doit serrer sur la bague intérieure 40 et non pas sur l'épaulement de l'arbre 6. Donc faites attention à ce point. On nous demande aussi, évitez aussi, évitez les montages impossibles. Si vous voulez, je vous donne rapidement l'ordre de montage. Je vous conseille, après chaque dessin, de penser à l'ordre de montage. Donc, normalement, l'ordre de montage, je prends l'arbre 6 à l'extérieur, puisque c'est un arbre tournant, les roulements sont montés serrés. Je monte à l'extérieur l'arbre 6. Je dois mettre donc le roulement 40 avec une presse, la bague entretoise, puis le roulement 37. Donc, je dois monter l'ensemble avec le couvercle. Donc, j'assure maintenant les 4 obstacles et le premier arrêt à gauche par le couvercle et le deuxième arrêt par la matière. Reste le serrage à droite, c'est-à-dire le 4e obstacle. Je dois monter la roue 36, ensuite l'écrou à encoche. Donc, le serrage de l'écrou à encoche va permettre de réaliser les 4 obstacles et j'ai 2 arrêts extérieurs, à droite matière et à gauche un couvercle. Donc le montage est possible. Pour les codes tolérancés, je vous rappelle, pour les roulements type BC, cas d'un arbre tournant, la tolérance des portées de roulement sur l'arbre est K6 et la portée des roulements sur l'alisage est H7. Et pour le joint, c'est toujours petit H11 et grand H8. À la fin de cette séance, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance dans l'épreuve de baccalauréat. Au revoir.